J'ai le plaisir d'accueillir Madame Dominique Cochin, avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient, ainsi que Karel Verekel, vice-président du Parti français Solidarité et Progrès. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais, Madame, Monsieur, avoir votre réaction à cet accord de cessez-le-feu négocié d'une main de maître par les médiateurs internationaux, ainsi que la résistance palestinienne. Il intervient après près de 15 mois de génocide et des dizaines de milliers de martyrs et des centaines de milliers de blessés. À commencer par vous, Madame Cochin. Écoutez, forcément, on a envie de se réjouir en se disant que enfin on va voir peut-être le bout du tunnel, et on pense aux civils qui souffrent depuis des mois, comme vous l'avez rappelé. Néanmoins, et pour autant, pour ce qui me concerne, compte tenu de la longueur de mon implication dans la question palestinienne, je suis toujours d'une prudence extrême. J'attends de voir ce que sera la mise en œuvre véritable. Ce que je souhaite, c'est que ce cessez-le-feu ne soit pas que la fin des bombardements sur Gaza, mais soit aussi respecté en ce qui concerne les approvisionnements, l'entrée des camions. Et de ce point de vue, j'aimerais rappeler quand même ce que prévoit le droit humanitaire. Dans cet accord, j'ai compris que l'un des paramètres de l'accord, c'est que Israël laisse entrer les camions de vivres, les secours humanitaires. Mais ce qui pèse, et l'obligation qui pèse sur Israël, ce n'est pas de laisser entrer ces secours. Son obligation, en tant que force occupante, c'est d'assurer elle-même le bien-être de la population qu'elle occupe. Donc, on est loin, très loin encore du respect du droit humanitaire, y compris dans le cadre de ce cessez-le-feu. Ensuite, il y a un principe a priori d'échange de prisonniers qui se fera avec une certaine progressivité. Et là encore, je reste dubitative, malheureusement, parce qu'on l'a vu par le passé, les échanges de prisonniers, ça aboutit à la libération de très nombreux prisonniers palestiniens, et on en arrête des fois 2 fois plus très peu de temps après. Merci Madame Cochin. Monsieur Verekel, le drame des Palestiniens, c'est ces frappes et ces exactions qui se poursuivent avec une certaine intensité depuis l'annonce de cet accord qui devrait, je le rappelle, entrer en vigueur dimanche prochain. Comment expliquer justement cette nouvelle escalade de la part de l'armée d'occupation qui cherche vraisemblablement à faire le maximum de victimes parmi les civils palestiniens avant l'entrée en vigueur de cet accord de trêve? Oui, je pense que, en dehors de tous les jugements et les commentaires qu'on peut faire, le constat, c'est qu'il y a un changement de dynamique. Et la question maintenant, c'est pas de distribuer des bons et des mauvais points, mais de nous mobiliser, nous, citoyens éclairés de pays qui veulent un monde meilleur et civilisé, pour que ce soit pas juste un cessez-le-feu, mais que ce soit éventuellement l'accouchement, effectivement, dans la douleur, d'un véritable État qui est la base d'une paix durable. Donc, l'arrivée de Trump, qui a coïncidé avec une fatigue et en réalité une défaite d'Israël, si on l'aime ou l'aime pas, le Hamas a remonté ses forces. La preuve en est, c'est qu'Israël est bien obligé de négocier avec le Hamas à Doha. Donc, il y a des milliers et des centaines de milliers d'Israéliens qui partent d'Israël parce que la situation est absolument intenable. Donc, en fait, la question maintenant, c'est est-ce que, au lieu de subir évidemment toutes les imperfections, et je suis d'accord avec Madame qu'au niveau humanitaire, chaque peut sauver, il faut absolument la sauver et que l'aide humanitaire doit arriver, mais en même temps, nous devons nous battre pour que cette cessez-le-feu puisse réellement être transformé dans une paix durable
Et je pense qu'il y a une occasion avec Trump, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie en tant que tel, puisqu'il veut ramener l'Arabie Saoudite dans le giron de zone d'influence américaine, et que pour les Saoudiens aujourd'hui, s'il n'y a pas d'État palestinien, il n'y aura pas de retour aux accords d'Abraham, et ça c'est absolument inacceptable. Donc Trump, il est ce qu'il est, c'est la paix par la force. Pour une fois, on a un président américain qui menacé les Israéliens de sanctions, et c'est pour ça qu'il y a eu le cessez-le-feu. J'espère que le gouvernement israélien soit changé et que la société israélienne change. Et après, c'est à nous de ramener la question de l'eau, le plan Oasis, le partage de l'eau, le développement régional, et un État palestinien comme base d'une paix durable. C'est ça la chose maintenant à bâtir. Merci Monsieur Verrekel. Madame Cochin, permettez-moi d'insister justement sur cette nouvelle escalade menée par l'armée d'occupation lorsqu'on, bien entendu, s'avance dans le chemin d'un cessez-le-feu. Comment expliquer justement le fait de faire au moins 150 martyrs depuis l'annonce de cet accord justement alors qu'on est censé entrer dans un processus de paix? Mais écoutez, je pense que malheureusement votre question comportait une grande partie de la réponse. On a effectivement l'impression que c'est le baroud d'honneur. Entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément très honorable. Le baroud du déshonneur, peut-être. Voilà, mais effectivement, on a un peu cette impression que ça ne satisfait pas forcément les forces sur le terrain, hein, que l'annonce de ce cessez-le-feu, et qu'on tire un maximum partout où on peut tirer, parce que dimanche, la chasse est finie. Oui. Et bon, c'est la fermeture de la chasse. On a un peu cette impression, parce que effectivement, ce n'est pas pertinent lorsqu'on est en train de négocier, lorsqu'on annonce la libération des otages, de tirer à nouveau sur des civils, parce que une fois de plus, et malheureusement, comme ça a été beaucoup trop souvent le cas, on tire sur les civils et pas du tout sur des bases militaires. Merci Madame Cochin. Monsieur Verrekel, parlons un peu, si vous le voulez bien, de l'aspect humanitaire de cet accord. On s'attend justement à une ouverture du point de passage de Rafah entre la Palestine, Gaza d'une part et l'Égypte. Est-ce que la communauté internationale doit faire ce qu'elle n'a pas fait auparavant pour permettre une entrée massive d'aide humanitaire, car la situation à Gaza, vous l'avez dit, est plus qu'urgente? Je pense que effectivement la question des frappes qui continuent, c'est un problème énorme. Et tant qu'il n'y a pas la cessation de ces frappes, des aides humanitaires, ceux que j'ai entendus, Médecins sans frontières et d'autres, ceux qui sont mobilisés, les camions sont là. Évidemment, il faut bien faire beaucoup plus, amener des soins médicaux, l'eau, l'assainissement des eaux usées, etc. Tout doit être reconstruit. On a terrassé au bulldozer des régions entières et les gens survivent sous des bâches dans des conditions horribles. Donc, mais ce qu'il faut, c'est transformer le cessez-le-feu dans une paix durable. Et effectivement, essayons de tout faire pour qu'à partir de dimanche, il n'y a plus de frappes, parce que tant qu'il y a des frappes, les humanitaires ne retourneront pas. Ils pourront pas opérer dans des conditions de sécurité pour faire le nécessaire. Madame Cochin, justement, la poursuite de ces frappes sionistes sur les civils à Gaza, ne craignez-vous pas tout simplement qu'elle fasse, entre guillemets et capoter un accord et qui est pour l'instant fragile, car les mauvaises intentions de l'entité sioniste par rapport à ce qui se passe dans la région sont maintenant démontrées. Comment l'entité sioniste pourrait-elle justement se défendre face à la communauté internationale en disant, en avançant cette théorie justement que l'entité sioniste doit en effet se défendre contre Gaza lorsqu'elle en fait la démonstration contraire sur le terrain? Déjà, le droit
n'autorise pas à l'agresseur de se revendiquer en état de légitime défense. Je pense, alors je ne sais pas ce qui va se passer, hein, évidemment dans l'avenir, mais que à partir de dimanche, on peut quand même espérer une cessation des bombardements, en tous les cas des bombardements intensifs, parce que Israël veut toujours avoir cette position de victimaire. Et dans cette position victimaire, elle ne peut pas, sous les yeux des caméras, être celle qui, de manière ostentatoire, évidente, brise ce cessez-le-feu. Ma crainte, ça va davantage aller du côté de l'approvisionnement. Vous voyez, l'UNRWA, Israël tente d'empêcher l'UNRWA de travailler, mais si l'UNRWA ne peut pas travailler, si les associations ne peuvent pas rentrer avec leurs camions, on a vu ce groupe qui se faisait appeler Tsav 9, qui bloquait tous les quelques camions qui s'apprêtaient à entrer dans la bande de Gaza, des civils, y compris des Français, puisque notre association a déposé plainte contre puisque là on a une règle de compétence, puisque c'était pour certains d'entre eux des Français, et nous avons l'initiative de déposer plainte contre eux en France. Si à nouveau on est confronté à ce genre de situation avec l'armée israélienne qui ne fait rien pour empêcher ces personnes de bloquer les camions, effectivement toute la partie aide humanitaire avec des centaines de camions qui devraient maintenant pouvoir rentrer, eh bien elle sera à nouveau bloquée, parce qu'un génocide, ça ne se fait pas que en bombardant, que en tuant, mais c'est aussi la destruction des conditions de vie. Il faut pas l'oublier. Donc c'est pas parce que les bombardements vont s'arrêter que si aucune mesure véritablement pertinente pour permettre à la population de vivre dans des conditions humainement acceptables, que ça mettra fin au génocide. Non, pour mettre fin au génocide, il faut que les Palestiniens puissent vivre dans des conditions humainement acceptables, de soins, de nourriture, d'alimentation. Et là, pour l'instant, tout est devant nous et on est dans l'expectative. Monsieur Verekel, on l'a vu tout au long de ces 15 mois de génocide donc sioniste à Gaza, des tentatives d'instaurer un cessez-le-feu ont été initiées par de nombreux pays, parmi eux l'Algérie. Pourquoi avoir attendu le mois de janvier 2025, d'après vous, pour justement s'asseoir autour d'une table et arriver à un résultat concret? Des tentatives, je le rappelle, ont été entreprises par les médiateurs tout au long de ces 15 mois. N'avez-vous pas l'impression qu'on a tout simplement perdu du temps et surtout des vies humaines? Oui, c'est-à-dire le même Joe Biden qui aujourd'hui prétend que c'est lui qui a obtenu le cessez-le-feu. Depuis le mois de mai, cet accord est prêt, ça n'a pas été signé parce que c'est bien les États-Unis qui donnent l'argent et les armes pour continuer le génocide. Donc je suis tout à fait d'accord et j'ai soutenu avec d'autres l'appel, notamment des Sud-Africains qui se sont associés à d'autres. Il y a quelques jours, il y a un dossier de 195 pages qui a été transmis à la Cour pénale internationale sur 8 dirigeants palestiniens, mais il y a des complicités, le silence coupable et la complicité américaine. À un moment donné, un génocide, c'est pas juste maintenant on oublie et vous pouvez rentrer chez vous. À un moment donné, il faut que les gens soient convoqués devant la Cour, soient jugés et en prison. Et c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. C'est pas juste le non-respect des règlements. Donc la question, c'est que est-ce que les Nations Unies et nous collectivement, pays dits civilisés du monde occidental, est-ce que nous sommes capables d'appliquer les principes et les valeurs que nous prétendons encore avoir? Madame Cochin, justement, pour rebondir sur ce que Monsieur Verekel vient de dire, pensez-vous que la communauté internationale doit faire un effort supplémentaire maintenant sur le plan du droit international
pour tenter de traduire d'autres responsables politiques ou militaires sionistes devant les tribunaux notamment qui jugent les crimes contre l'humanité? Alors, l'effort évidemment devrait être fait, mais la communauté internationale, en tout cas les pays d'Europe et les États-Unis, les pays occidentaux, ne sont pas prêts à faire cet effort. Vous avez peut-être entendu en France, il y a des députés, et des sénateurs qui ont déclaré qu'il ne faudrait surtout pas émettre de mandat d'arrêt. Notre gouvernement, pas émettre de mandat d'arrêt, pardon, mais respecter les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de 2 hauts dirigeants israéliens et qui appelle le gouvernement à ne pas le faire, et le gouvernement avait commencé à communiquer en indiquant qu'il y aurait des obstacles. Et vous savez qu'aux États-Unis, ils ont un texte de loi qu'on appelle le texte d'agression de la haie, Oui. qui a été voté et qui s'appelle comme ça parce que l'idée c'est on peut aller bombarder la haie, le siège de la Cour pénale internationale, s'ils arrêtent un Américain ou un de nos alliés, notamment des Israéliens. Et des mesures de représailles déjà ont été initiées par les États-Unis contre des membres de la Cour pénale internationale. Donc on est dans une situation totalement ubuesque, et le fait que tout le commerce international se fait en dollars nous rend totalement, nous met à la merci en réalité de tous ces desiderata américains. Donc on n'est pas du tout sorti de l'auberge de ce point de vue-là, et je pense malheureusement qu'on n'est pas prêt sur le plan international à voir en tous les cas au niveau de la CPI, des jugements rendus, étant il s'est rappelé qu'à la Cour pénale internationale, on ne juge que les personnes qui ont été arrêtées. Il n'est pas possible de juger par contumace ou in absentia, c'est-à-dire les personnes non présentes dans les geôles de la Cour. Donc, avant que les auteurs soient interpellés, arrêtés et livrés à la Cour pénale internationale, je pense malheureusement qu'il va se passer beaucoup de temps, et c'est pour ça que tous les avocats de tous les États doivent poursuivre leurs ressortissants, les doubles nationaux, devant les législations de leur propre État. Monsieur Verekel, vous l'avez rappelé tantôt, sur le plan du droit international, également l'urgence, c'est de faire en sorte que les Palestiniens aient leur propre État, un État de plein droit reconnu aux Nations Unies. Comprenez-vous par exemple que la France ne daigne toujours pas reconnaître l'État palestinien lorsqu'on sait que d'autres pays européens, l'image de l'Espagne, de l'Irlande ou encore de la Slovénie, ont déjà franchi le pas? Oui, personnellement, je comprends mal. L'argument officiel, c'est qu'on veut bien le faire le moment où on pourra le négocier en échange de quelque chose d'intéressant, y compris pour la France. Donc, ça devient une hypocrisie, parce que la réalité, c'est que depuis 2014, depuis que M. Sarkozy a ramené la France donc au commandement intégré de l'OTAN, certains disent qu'il n'y a plus de politique étrangère française, parce qu'on s'est tellement aligné sur Washington qu'on ne peut pas faire un faux pas et prendre des initiatives sur quoi qu'il se soit. Donc, ce moment maintenant, il faut que ce soit terminé et que la France récupère sa souveraineté et puisse fasse entendre sa voix, notamment en présentant des initiatives courageuses. Au lieu d'inviter M. Smotrich, qui est autorisé à collecter des fonds à Paris pour financer des groupuscules fascistes en Israël qui font l'éloge du génocide, la France devrait être beaucoup plus courageuse. Oui. Madame Cochin, dernière question pour revenir sur cet aspect de l'UNRWA. Que faut-il faire aujourd'hui au sein des Nations Unies, notamment pour faire en sorte que cette organisation onusienne n'ait plus à subir justement les attaques injustes de l'entité sioniste visant à interdire son action à la fois à Gaza, mais également en Cisjordanie occupée?
Écoutez, que faut-il faire au niveau des Nations Unies? Je pense que il faut être très ferme à l'égard d'Israël, voire même envisager des sanctions, Oui, et voire même, on parle des fois de gel des avoirs, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, logiquement, ce n'est pas à l'UNRWA, ce n'est pas à nous, États occidentaux, et autres d'ailleurs, puisque beaucoup d'États de par le monde aident et financent l'UNRWA. Logiquement, ce n'est pas à nous de payer la facture, c'est à Israël, la puissance occupante. Ça, c'est oui. la loi internationale. Donc, on devrait partout geler les avoirs israéliens pour financer ce qu'il y a à financer. Peut-être qu'ils comprendraient ce qui leur incombe comme responsabilité. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe en France? On gèle, les autorités françaises vont geler des avoirs d'associations qui collectent des fonds pour aider la population civile gazaoui en disant financer le terrorisme ou je ne sais quoi. Donc, et de même les accords, même sans aller aux Nations Unies au niveau de l'Europe, Oui. on a un accord de coopération économique avec Israël extrêmement avantageux pour Israël. Il a été voté la suspension de ces accords, tout comme l'Assemblée nationale avait voté la reconnaissance de Palestine. Les exécutifs ne respectent aucunement le vote du populaire, en fait. Et on est confronté et on se voit imposer une complicité avec Israël parce que la France est finalement complice et nous, citoyens français, on s'en désole, mais on nous impose cette complicité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous prenons tous le boycott des produits israéliens parce qu'il Oui. faut aller vers les sanctions économiques partout dans le monde. Merci Madame Dominique Cochin. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient. Merci à vous également Monsieur Karel Verekel, vice-président du parti Solidarité et Progrès. À très bientôt.